Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue à ce quatrième webinaire de la série Vignes et Vins. Ces webinaires sont organisés par les conseillers de la table sectorielle horticole du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Des rendez-vous, en fait, qui vous permettent d'entendre des experts aborder différents sujets de la production viticole au Québec. Donc, je me présente, Caroline Turcotte. Je suis agronome et conseillère dans le secteur de la vigne, des arbres fruitiers et des fruits émergents dans la région de l'Estrie. Je serai votre animatrice pour la prochaine heure et demie. Je suis aujourd'hui accompagnée de ma collègue Karine Bergeron, agronome, conseillère en viticulture et pomiculture à la direction régionale de la Montérégie. Karine sera responsable de la section clavardage ainsi que de la période de questions. Alors, sans plus tarder, nous allons débuter le webinaire. Je vais inviter Simon Legault à ouvrir sa caméra et à partager son écran. Simon est professionnel de recherche au laboratoire d'entomologie de l'Institut de recherche en biologie végétale de l'Université de Montréal et sa conférence s'intitule Piéger le scarabée japonais, mode d'emploi. Simon, la parole est à vous. On voit très bien la présentation. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Merci aux participants pour votre présence. Donc, aujourd'hui, je viens vous parler d'un projet de recherche qu'on réalise au laboratoire avec le MAPAC. C'est un projet de recherche qui est planifié sur 3 années de terrain, donc 3 étés consécutifs, et je vais vous présenter une bonne partie des données là, des 2 premiers étés. Puis, on va poursuivre nos travaux là, pour finaliser le tout à l'été qui s'en vient. Donc, c'est un projet là, qui est en collaboration, comme je disais, avec beaucoup de gens au MAPAC, dont Karine Bergeron, là, qui est venue nous aider là, à quelques reprises l'été dernier sur le terrain. Oups, je vais juste mettre mon pointeur. Donc, comme vous le savez probablement là, en vous inscrivant à ce webinaire, le scarabée japonais, c'est un ravageur exotique qui est maintenant établi dans le sud du Québec là, depuis environ les années 1940, mais qui, dans les dernières années, dans les 2, 3 dernières décennies, là, devient un ravageur là, de plus en plus important dans plusieurs cultures, notamment celle des petits fruits et de la vigne. Et c'est un ravageur qui est difficile à contrôler, malheureusement, par des méthodes qui seraient alternatives aux pesticides de synthèse. Il y a quelques méthodes de lutte qui existent, sur lesquelles là, des travaux sont en cours, notamment le piégeage de masse, qui est le vif du sujet là, de notre projet de recherche. On travaille aussi un peu sur les filets d'exclusion. Mais j'en parlerai pas trop aujourd'hui parce que ça concerne, du moins nos travaux se sont faits surtout là, dans le bleuet, sous des filets d'exclusion destinés à lutter contre la drosophile à LTHT. Et finalement, il y a aussi à considérer un agent de lutte biologique qui est relativement important, qui est Histocheta aldrichi. C'est un parasite là, naturel du scarabée qui a été importé du Japon par les Américains là, dans les années 1920, qui est maintenant aussi établi dans le sud du Québec. Donc, j'en parlerai là, plus vers la fin de la présentation. Donc, dès que le scarabée est apparu là, aux États-Unis dans les années 1920-1930, rapidement, on s'est intéressé à développer un système de pièges avec des appâts, si on veut, des leurres de plus en plus efficaces à travers le temps. Et aujourd'hui, ce qui est disponible là, en quincaillerie pour le marché, pour le commun des mortels, c'est un système avec 2 leurres, soit des composés floraux, et aussi là, la phéromone sexuelle du scarabée japonais émise par les femelles. Donc, l'ensemble de ces 2 leurres-là permet là, de capturer un grand nombre de scarabées, puis de capturer les 2 sexes. Donc, ici, on a un de nos pièges qu'on avait installé en 2022, puis ça se remplit assez vite. Donc, dans le piège que vous avez ici, là, il y a environ 6000 scarabées. Puis, c'est possible aussi de modifier les récipients pour quand il y a besoin, là, pour capturer un plus grand nombre de scarabées. Donc, avant de mener ce projet-là, on avait des échos comme quoi le piégeage de masse
pouvait fonctionner. Certains producteurs l'utilisaient déjà avec un certain succès. Par contre, dans la littérature scientifique ou plus ou moins scientifique, il n'y avait pas vraiment de preuves là, ou de consensus par rapport à l'efficacité du piégeage de masse. À l'inverse, d'autres disaient que d'autres études, puis d'autres, on avait aussi écho que ça pouvait nuire en attirant trop de scarabées qui débordaient du piège puis qui s'installaient là, sur les plans adjacents. Donc, le but du projet, c'est en partie là, de démystifier tout ça puis d'essayer d'avoir une réponse claire quant à l'efficacité du piégeage de masse pour lutter significativement contre le scarabée japonais. Donc, les sous-questions derrière ça auxquelles on s'est intéressé, c'est premièrement, comment disposer les pièges? Est-ce que c'est mieux de les installer directement dans la culture ou en périphérie de celle-ci? Mais aussi, là, comment disposer les pièges par rapport au vent dominant. Ensuite, d'autres questions sur combien de pièges utiliser, donc quelle densité optimale utiliser pour avoir un rapport coût-bénéfice intéressant. Quel format d'attractif, donc quelques formats de phéromones qui sont disponibles là, sur le marché. Donc, quel format serait le plus intéressant? Et finalement, une sous-question dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est comment réduire l'impact du piégeage de masse sur les insectes bénéfiques qui peuvent être capturés. Puis, par insectes bénéfiques, on entend ici les pollinisateurs, mais aussi des insectes nécrophages. Et finalement, les scarabées qui sont parasités par la mouche dont je parlais en introduction, là, Histocheta alderichi. Donc, pardon, les photos, j'ai oublié de les activer. Donc, cette mouche est présente ici sur la photo. C'est une mouche qui est d'apparence relativement normale, entre guillemets. C'est une mouche qui pond ses œufs, des gros œufs assez caractéristiques là, sur le thorax des scarabées. Surtout, elle s'attaque surtout là, aux scarabées qui sont les couples de scarabées. J'en parlais plus loin là, dans la présentation. Donc, c'est cette mouche-là. Donc, un objectif, comme je le disais, c'est d'essayer de réduire l'impact des pièges sur cette mouche-là, sur le service écosystémique qu'elle peut rendre. Donc, première question. Donc, où installer les pièges? Est-ce que c'est mieux de les mettre dans la culture ou en périphérie de la culture? Ça, en fait, c'est un objectif qu'on avait testé dans un projet préliminaire avec le RQRAD, pour lequel là, le rapport est déjà publié sur AgriRéseau. Vous avez le lien là, en bas de la page, mais si vous faites une simple recherche Google avec mon nom et scarabée japonais, ça devrait sortir. Donc, je présente là, rapidement les résultats de ça. Donc, c'est un petit projet préliminaire, comme je disais, qu'on a débuté en 2023 dans une bleuetière, mais je pense que ça s'applique aussi là, à toute culture. Donc, une petite bleuetière pour laquelle on avait divisé une parcelle en deux sous-parcelles, si on veut. Une parcelle dans laquelle on a installé 8 pièges à l'intérieur des rangs de bleuets et une autre parcelle qu'on a gardée comme témoin. Et les plans qu'on pré-identifiait en début de saison, on effectuait 3 mesures sur celle-ci tout au long de la saison. Donc, le nombre de scarabées par plan, on a quantifié les dommages aux fruits et à la fin de la saison, la défoliation cumulative. Vous avez ici les résultats. Ce qu'on s'est aperçu assez rapidement, c'est qu'il y avait beaucoup plus de scarabées par plan dans la parcelle avec les pièges que dans la parcelle témoin. Donc, la différence était significative ici. Et ce qu'on s'est aussi aperçu, c'est que en regardant la défoliation tout au long là, de la parcelle, on essaie de quantifier comme spatialement où se causaient les problèmes par le scarabée. Vous voyez ici à l'écran, les petits X, c'est les endroits où on avait nos pièges, puis les cercles plus ou moins gros représentent là, la défoliation des feuilles sur ces plans-là. Puis ce qu'on se rend compte, c'est que c'est sur les plans les plus près des pièges qu'on avait le plus de défoliation. Donc, ce qui vient confirmer l'idée que les pièges, quand ils sont trop près d'une culture qu'on veut les protéger, bien, les scarabées
sont pas automatiquement capturés dans le piège. On estime qu'il y a environ 50% qui se cognent sur le piège, puis qui tombent à côté, puis là, ils s'installent sur le plan et ils peuvent faire plus de dommages que s'il n'y avait tout simplement pas de piège. Donc, ça répond un peu à la première question. Donc, on s'est dit que c'est peut-être mieux de mettre les pièges en périphérie de la culture. Donc, c'est ce qu'on a fait pour ce site-là l'année suivante, en 2024. Donc, cette année-là, on a mis 6 pièges ici en périphérie de la culture pour faire une espèce de barrière pour les scarabées qui auraient tendance là, à aller s'installer dans la culture. Puis, la parcelle témoin, on l'a laissé telle quelle. Les résultats étaient un peu plus intéressants. En fait, on n'avait aucune différence significative entre les deux parcelles. Donc, autant de scarabées là, dans une des parcelles que l'autre. Ça peut sembler un résultat négatif, mais en même temps, on a réussi à enlever du champ, si on veut, beaucoup de scarabées. Donc, ces scarabées-là, si on répétait ça année après année, on peut se dire que graduellement, la pression du ravageur va diminuer d'année en année. On s'est dit aussi, pour expliquer ça, on s'est dit peut-être que si on mettait plus de pièges, ça aurait un impact plus positif. Donc, c'est ce qu'on a fait en 2025, l'été dernier. Donc, au lieu de mettre 6 pièges, on en a mis 9. Et cette fois-ci, on a réussi à réduire significativement le nombre de scarabées dans la parcelle avec les pièges. Donc, si on regarde là, dans l'ensemble sur les 3 années, ce qu'on peut voir comme résultat, ce que je trouve intéressant, c'est que pour la parcelle témoin, ça restait constant. Donc, autrement dit, la présence du ravageur ne semble pas avoir changé tant que ça d'une année à l'autre. Par contre, pour ce qui est de la parcelle avec les pièges, on a graduellement réduit la pression du ravageur. Donc, ça, c'est pour un site. On s'est dit peut-être qu'on était chanceux. Donc, c'est important de répliquer ça à travers les années, à travers les sites et aussi à travers les différentes cultures. Donc, c'est un peu ce qu'on a fait là, pour la suite du projet. Donc, la première question du projet comme tel qu'on s'est posé avec tout ça, c'est dans quelle configuration il est préférable d'installer les pièges par rapport au vent dominant. Donc, on a testé 2 configurations différentes. La première, c'est ce que j'appelle en aval des pièges. Donc, la parcelle, si on veut, est derrière les pièges par rapport au vent dominant. Donc, l'idée, c'est que si on a une pression importante du ravageur dans une parcelle, on installe les pièges et là, les vents dominants soufflent les phéromones dans la parcelle comme telle, ce qui va attirer hors de la parcelle les ravageurs. À l'inverse, il y a l'idée de la configuration en amont des pièges, où là, on va créer une barrière, puis le vent va souffler à l'extérieur, les phéromones à l'extérieur de la parcelle, ce qui permet de créer donc une barrière, comme je disais, puis d'empêcher les scarabées de trop coloniser la parcelle au fil de la saison. Donc, pour tester ces 2 configurations-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sélectionné là, une quinzaine de sites à l'été 2024, puis une douzaine à l'été 2025. Puis on avait 3 cultures différentes. Donc, on a ici là, la carte avec nos vignobles, nos bleuetières et nos framboisières. Et pour chaque site, donc, il y avait des différences là, de configuration, mais essentiellement, c'était 2 parcelles par site, donc un témoin et une parcelle avec des pièges. Dans chacune des parcelles, un peu comme je l'ai présenté plus tôt, on avait 8 plans qu'on identifiait en début de saison avec des étiquettes qu'on pouvait suivre tout au fil de la saison. Puis, on avait notre rangée de pièges, soit positionnée en amont des pièges. Donc, la parcelle était en amont des pièges pour environ la moitié des sites. Et par rapport au vent dominant, pour environ la moitié des sites. Et pour l'autre moitié des sites, on avait la configuration inverse. Et ce qu'on mesurait comme variable réponse, c'était le nombre total de scarabées. Donc, on faisait la somme là, pour chaque semaine du nombre de scarabées par plan. Une estimation des dommages aux fruits qu'on faisait, pas pour toutes les cultures, seulement pour bleuets et framboises.
parce que la vigne, les fruits deviennent mûrs là, quand le scarabée n'est plus présent en fin de saison. Et finalement, on mesurait aussi la défoliation cumulative pour la dernière semaine de prise de données qui était à la fin du mois d'août. Aujourd'hui, je vais présenter seulement les données sur le nombre de scarabées par plant. Donc, on sait que ces trois mesures-là, de toute façon, sont quand même assez bien corrélées. Je présente le nombre de scarabées par plant parce que c'est, selon nous, la mesure la plus fiable. Donc, le scarabée, on ne peut pas vraiment le mal identifier. Même un étudiant là, qui n'est pas trop habitué ne peut pas se tromper vraiment de par son apparence là, très caractéristique. Tandis que c'est pour les dommages aux fruits, ça peut être un peu plus touché là, de faire la différence des dommages. Même chose un peu pour la défoliation. Donc, pour chaque site, on a fait pour chaque site et chaque année une espèce de sommaire des résultats quant au nombre de scarabées par plant pour toute la saison. Donc, on semait nos scarabées, puis on faisait un test de T qu'on appelle sur la moyenne des deux résultats, ce qui nous indiquait si la différence là, était significative ou non. Donc, c'est cette différence-là en nombre de scarabées par plant entre la parcelle avec piège et la parcelle témoin que je vais présenter pour la suite. Donc, ici, on a un cas de figure dans un vignoble où on avait un effet bénéfique des pièges. Donc, il y avait une réduction significative du nombre de scarabées par plant dans la parcelle avec piège. Et ici, on a les résultats d'une bleuetière où, à l'inverse, on avait plus de scarabées dans la parcelle avec piège que dans la parcelle témoin. Donc, les résultats, je vais les présenter ici. Chaque point va être un site spécifique pour nos 2 années. Puis, sur le graphique, dans le fond, plus on est en bas dans la section vert, bien, plus l'effet des pièges était bénéfique. Puis, plus les sites sont en haut, plus les points sont en haut du graphique, plus c'était négatif. Donc, ce qu'on peut voir, c'est ici, on a pour nos 2 configurations, on avait un effet là, un peu plus intéressant pour les sites là, en configuration amont, entre guillemets. Par contre, pour 2025, il n'y avait pas du tout de différence significative entre les 2 configurations. Donc, au final, il semble, ça arrivait plus souvent qu'on avait un effet positif là, pour les sites en amont des pièges, mais dans l'ensemble, c'est difficile de tirer des conclusions. Donc, il y a probablement des facteurs qu'on ne tient pas compte dans ces analyses-là. Il y a beaucoup de spécificités propres à chaque site et c'est dommage. Puis ça témoigne un peu aussi du manque de consensus dans la littérature scientifique. Il y a probablement d'autres facteurs qu'on ne saisit pas encore et c'est un peu malheureusement de la responsabilité de chaque producteur d'évaluer ou d'essayer un peu comme pour le site que j'ai présenté là, en introduction, d'essayer de modifier un peu ses pratiques d'année après année pour ultimement en arriver là, à une configuration qui pourrait fonctionner pour le contexte spatial spécifique de notre champ. Par contre, un facteur qu'on voulait tester pour faire suite là, à cette première expérience-là, c'est d'essayer d'augmenter la densité des pièges. Puis c'est un peu pour faire un lien avec ce que j'avais présenté pour notre site là, en introduction. C'est que c'est en augmentant la densité de pièges que finalement, on avait un résultat un peu plus intéressant. Donc, c'est ce qu'on essaie de refaire ici pour avoir un peu plus de réplicas. Donc, pour ce volet-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait 3 sites en 2025. On a choisi pour ces 3 sites-là l'orientation amont parce que l'année 2024 semblait être plus prometteuse. Là, les résultats de l'année 2024 semblent être plus prometteurs pour cette configuration-là. Donc, c'est ce qu'on avait sélectionné pour 2025. Et pour chaque site, on avait cette fois-ci 3 parcelles. Donc, un témoin, encore une fois. Une parcelle avec une basse densité de pièges, ce qui représentait un peu la densité qu'on avait pour le premier objectif dont je viens de présenter les résultats, et une dernière parcelle pour laquelle on avait doublé la densité de pièges à environ 60 pièges à l'hectare. Les résultats étaient un peu plus intéressants, je vous les montre ici. Pour la bleuetière, il n'y avait pas beaucoup de scarabées, mais néanmoins, là, on avait une tendance significative où on avait moins de scarabées
dans la parcelle à haute densité. Pour ce qui est de la framboisière, on avait moins de scarabées cette fois-ci dans les deux parcelles avec des pièges versus la parcelle témoin. Et finalement, pour la vigne, dans le vignoble qu'on a testé, on avait plus de scarabées dans la parcelle témoin. Donc, le A ici témoigne d'une différence significative. Dans la parcelle à basse densité, on arrivait à réduire significativement le nombre de scarabées par piège, mais on a réussi à réduire ça encore plus dans la parcelle à haute densité. Peut-être qu'on était chanceux. Le gros objectif là, de 2026, c'est de répliquer ce volet-là de nos expériences à un plus grand nombre de sites pour voir là, si on peut confirmer ces résultats-là. Un autre objectif qu'on voulait tester, c'est que sur le marché, il y a deux types d'appâts. Il y a les appâts de format que j'appelle sachet, qui sont dans une espèce d'enveloppe comme ça, perforée. On a nos deux phéromones. Et il y a le format pastille, où nos deux phéromones sont juste dans un format différent, mais c'est les mêmes composés, c'est juste qu'ils sont présentés physiquement là, dans des formats différents. Puis en fait, on utilisait le format sachet dans nos travaux depuis quelques années déjà. Puis en passant notre commande, en 2024, on a eu tout plein de formats pastilles. Donc, on avait un peu les deux formats. Donc, on s'est dit pourquoi pas faire une expérience pour tester s'ils sont différents d'un point de vue de leur attractivité. Donc, on a testé ça sur 6 sites, un peu en parallèle là, des travaux que je viens de présenter. Donc, pour chacun des sites, si je reviens ici, on avait notre rangée de pièges, puis tout simplement, on alternait les formats d'un piège à l'autre. Donc, nos pièges étaient un peu en compétition les uns à travers les uns contre les autres pour attraper le plus possible, si on veut, de scarabées. Puis, il n'y avait pas finalement, si on prend dans l'ensemble nos 6 sites, il n'y avait pas de différence significative entre les deux formats d'attractifs. Donc, les deux capturaient à peu près autant d'un point de vue d'abondance relative, qui capturaient autant de scarabées que l'autre. Donc, en conclusion, le piégeage de masse fonctionne parfois. Le conseil que je pourrais donner à ce stade-ci, premièrement, c'est que ne pas sous-estimer votre intuition. Vous connaissez mieux probablement que n'importe qui d'autre votre site, s'il y a des barrières au vent, etc. Je pense néanmoins que à prendre un risque, j'irai avec disposer le plus de pièges possible en périphérie de la culture, tout en considérant la direction des vents dominants pour avoir une configuration de type amont, un peu comme c'est présenté sur le schéma ici. Certains, de plus en plus, veulent aussi réduire l'impact de leurs mesures de lutte contre un ravageur sur les insectes bénéfiques. Des insectes bénéfiques, c'est évidemment les pollinisateurs et nécrophages qui sont, les pollinisateurs sont attirés par les attractants floraux des pièges à scarabées, tandis que les nécrophages, eux, ils vont être attirés par l'odeur de décomposition des pièges. Donc, à travers un autre projet dont je n'ai pas présenté les travaux ici, on s'intéressait à cette question-là des bycatch, qu'on dit en anglais, donc des captures accidentelles d'insectes bénéfiques. Un autre insecte bénéfique, une espèce un service ici écosystémique qu'on veut essayer de ne pas trop nuire, c'est les scarabées parasités. Donc, je vais commencer par présenter nos travaux sur les pollinisateurs et nécrophages et ensuite, je vais voir comment on peut réduire l'impact du piégeage de masse sur nos scarabées parasités, sur la mouche Histocheta aldrichi. Donc, pour ce premier volet-là, c'est des travaux qu'on a fait là, sur des sites là, de grandes cultures, donc surtout des cultures de maïs, soja, pâturage, céréales également, pour lesquels on avait 3 pièges par site pour 20 sites. Puis on a regardé quels facteurs influençaient la capture de pollinisateurs et nécrophages. Donc, c'est une étude qui est déjà qu'on vient de publier, qui est disponible à l'adresse ici. Et le schéma ici représente, si on veut, un résumé des conclusions.
Pour ce qui est des pollinisateurs, il faut éviter d'installer les pièges trop tôt. Donc, la période d'activité de nombreux pollinisateurs a lieu là, vers la fin juin, début juillet. Puis, c'est une période dans laquelle il n'y a pas trop de scarabées de toute façon, normalement. Donc, ça peut être intéressant ici, si on veut réduire l'impact du piégeage sur les pollinisateurs, d'attendre un petit peu, de vraiment commencer à avoir des scarabées au champ avant d'installer les pièges, si on veut réduire le plus possible l'impact sur les pollinisateurs. Puis après, pour le reste de la saison, les captures de pollinisateurs deviennent de moins en moins fréquentes. Et aussi, on ne le voit pas ici sur le schéma, mais quand il y a trop de scarabées dans le piège, les pollinisateurs, ils vont de toute façon pas dans le piège parce qu'il y a probablement trop une odeur forte là, de décomposition qui vient les révulser. À l'inverse, nos fameux nécrophages, qui sont super importants là, pour la décomposition des carcasses animales là, dans les écosystèmes. Ces nécrophages-là sont surtout présents vers la fin de la saison, vers la fin du mois d'août, quand les abondances de scarabées sont au maximum dans les pièges. Donc, une recommandation pour ça, c'est si vous voyez que votre piège est trop plein, puis qu'il est plein depuis longtemps, vous risquez d'attraper de nombreux nécrophages qui sont intéressants d'un point de vue écologique, mais aussi, ces nécrophages-là eux-mêmes dégagent une odeur là, très désagréable. Donc, si vous voulez que ça ne sente pas trop fort là, près de votre champ, par exemple, je pense à ceux qui font de l'autocueillette, ça peut être intéressant à ce moment-là, plus en fin de saison, de vider plus fréquemment le piège pour éviter justement ces odeurs-là de décomposition des scarabées et aussi celles des nécrophages qui viennent coloniser le contenu du piège. Ensuite, on a nos scarabées parasités par Histocheta alderichi. Donc, je vous présente un peu ici rapidement là, son cycle de vie. Donc, c'est une mouche qui va s'attaquer surtout aux femelles adultes. J'ai ici une petite vidéo. Je pense qu'il faut que j'enlève mon pointeur pour pouvoir cliquer. Donc, c'est une mouche qui s'attaque surtout au couple de scarabées parce que, comme on le voit sur la vidéo ici, là, le scarabée ici seul va avoir comme réflexe de défense de se laisser tomber au sol. Puis donc, mais c'est moins le cas pour les scarabées en couple où le mâle retient la femelle. Donc, cette mouche-là va avoir tendance à parasiter surtout les couples, mais surtout aussi les femelles, ce qui est extrêmement intéressant d'un point de vue de lutte biologique. Donc, on estime qu'environ 80 à 85% des œufs pondus par cette mouche-là vont être pondus sur des femelles scarabées. Donc, même si les taux de parasitisme ne semblent pas là, extrêmement intéressants, l'impact l'est un peu plus parce que si on pense, par exemple, sur une saison, il y a 15% des scarabées qui sont parasités, mais il y en a une très grande proportion de ceux qui sont des femelles. Donc, c'est important, c'est intéressant de garder ce service-là parce qu'on enlève de la population de scarabées de nombreuses femelles. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que les œufs qui sont présents sur les scarabées vont éclore assez rapidement, puis la larve va tuer dans l'espace de quelques jours, peut-être 3 ou 4 jours, le scarabée. Il va donc arrêter de se nourrir, rapidement, il va rapidement mourir et il va tomber au sol, va creuser dans le sol et là, dans le sol, la larve de la mouche va créer une pupe, comme on le voit ici sur l'écran, sur la photo, une pupe un peu comme ça. Puis c'est le stade sur lequel elle va hiverner dans le sol. Et l'année suivante, là, la mouche va émerger du sol pour que le cycle de vie puisse continuer. Malheureusement, les pièges vont attirer autant les scarabées parasités que non parasités. Donc, quand on piège les scarabées, on va aussi éliminer de la population les scarabées parasités. Et malheureusement, les larves de mouches ne sont pas capables de se développer dans le contenu des pièges réguliers, probablement parce qu'il y a un effet de serre trop important, puis la chaleur fait en sorte que ces larves-là vont mourir assez rapidement.
Ce qu'on a voulu faire, c'est de développer un prototype de piège modifié. C'est de changer ici le contenant d'un piège là, typique qu'on achète en quincaillerie par une plus grande chaudière là, de 19 litres environ, sur laquelle on a percé des trous de ventilation recouverts de mousseline, pardon, pour permettre là, une aération, pour diminuer la température. Puis, on a comparé les 4 types de pièges, de contenu de pièges différents, soit un piège vide, un piège avec seulement une couche de terreau pour permettre là, au cycle de vie de se produire normalement, donc aux scarabées parasités de s'enfouir dans ce substrat-là, de mourir et que la larve de mouche puisse se développer. Et aussi, on a rajouté de la vigne dans 2 des traitements, donc de la vigne seulement dans un type de contenu, puis de la vigne plus du terreau dans l'autre. Puis ce qu'on faisait, c'est qu'on disposait chacun des pièges, donc les 4 types de pièges modifiés et le piège régulier, sur des lignes dans 2 vignobles pour que ces différents pièges-là puissent compétitionner les uns avec les autres. Puis on regardait là, l'abondance totale de scarabées, donc combien on capturait de scarabées, le taux de parasitisme, le taux de pupaison qu'on appelle, donc c'est quoi la proportion des scarabées parasités qui réussissaient à former une pupe de mouche, et finalement l'émergence des pupes, des mouches adultes l'année suivante. Donc, vous avez ici les résultats. Vous avez sur le graphique, là, ici, vous avez premièrement l'abondance relative de scarabées, parasités ou non, pour chacun des types de pièges. Et ce qu'on peut voir, c'est que, en fait, dès qu'on ajoutait des feuilles de vigne, ça venait augmenter l'efficacité du piège. Donc, les pièges capturaient, toute proportion gardée, plus de scarabées que les autres types de pièges. Et donc, ça, c'est déjà connu dans la littérature scientifique. Le fait qu'un scarabée va défolier une feuille, cette feuille-là va émettre des composés qui vont eux-mêmes attirer plus de scarabées. Donc, c'est comme ça un peu que les scarabées puissent c'est des animaux grégaires, donc sont capables d'aller comme ça vers des partenaires sexuels là, potentiels. Pour ce qui est des taux de parasitisme, donc dans la proportion des scarabées qu'on capturait qui étaient parasités, c'était assez constant. Il y avait quelques nuances, là, mais c'était assez constant là, pour le bien de cette présentation entre les différents types de pièges. Pour ce qui est du taux de pupaison, donc la proportion des scarabées parasités qui donnaient une pupe de mouche, c'était beaucoup plus important dès qu'on mettait un contenu dans le piège, donc soit seulement du terreau, seulement des feuilles de vigne, mais encore plus efficace quand on mettait à la fois le terreau et les feuilles de vigne. Donc, probablement ici qu'il y a une absorption du surplus d'eau par ces différents substrats-là, une régulation de la température, et aussi ça servait probablement là, à permettre aux scarabées de pouvoir s'enfouir dans quelque chose. Il y avait moins un effet de foule, si on veut. Les scarabées étaient plus calmes. Donc, c'est les hypothèses qu'on formule là, pour expliquer pourquoi ça favorisait le développement du parasitoïde. Oups. Et finalement, pour ce qui est de l'émergence, du taux d'émergence des mouches, c'était mieux pour le dernier traitement. Donc, dès qu'il y avait là, un terreau, là, on augmentait l'efficacité de l'émergence, donc tel qu'on voit ici là, pour le dernier traitement. Donc, en conclusion, le piège le plus efficace là, selon cette expérience-là, pour à la fois capturer un plus grand nombre de scarabées, mais aussi pour permettre le développement optimal du parasitoïde, c'était le piège avec une chaudière, donc le contenant avec une chaudière dans lequel on mettait environ 1 pouce de terreau et une couche de feuilles de vigne pour permettre là, aux scarabées parasités de s'alimenter et ce qui permettait là, le développement du parasitoïde. Finalement, qu'est-ce qu'on fait avec ces scarabées-là qu'on capture? Ben, ce qui est intéressant, c'est que on peut ensuite prendre ce contenu-là du piège. Ce que je recommande, c'est de garder ça dans un espace relativement frais. On peut garder les pièges tels quels
dans un garage, par exemple. On laisse tous les scarabées mourir et au bout de 2 semaines ou 3, tout ce qui devrait rester de vivant, entre guillemets, dans notre chaudière, c'est les pupes de parasitoïdes. Donc, on peut prendre ce contenu-là, puis mettre ça dans un trou dans le sol, puis recouvrir ça, puis laisser la nature faire le reste. Et normalement, au printemps suivant, vous devriez avoir une bonne proportion de ces pupes de mouches-là qui devraient émerger en adulte directement là, dans votre champ. Donc, l'avantage de ça, c'est que les scarabées qu'on n'a pas capturés sont tous morts, mais on remet en circulation la mouche parasite pour ultimement, à travers les années, je ne dis pas que ça va être miracle la première année, mais ce qu'on suspecte, c'est qu'au fil des années, au fil de 2, 3, 4 années, ben, on vient donner un coup de pouce, si on veut, au service écosystémique qui est notre mouche parasite. On a testé rapidement là, avant de finir, mais Jean-Philippe pourra vous en parler davantage là, selon ses travaux, je crois. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a testé 3 types de terreaux différents. Donc, soit on a recouvert notre trou de gazon, soit on a recouvert notre trou de sable ou de terre noire. Et dans les 3 cas, là, ça nous donnait des taux d'émergence qu'on mesurait là, en capturant les mouches qui émergeaient, des taux d'émergence là, assez similaires. Donc, vous pouvez faire un peu ce que vous préférez. Donc, je m'arrête ici pour la présentation. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. Vraiment, on a du temps. Si vous avez des questions, soit pour Simon, soit pour Jean-Philippe. Donc, je vous rappelle que vous pouvez utiliser la fonction lever la main pour poser votre question. Ma collègue Karine là, pourra activer votre micro. Puis vous pouvez aussi là, inscrire votre question dans la zone de clavardage. Donc, Karine, je ne sais pas s'il y a déjà des questions ou des mains levées. J'en vois pas pour l'instant. On a quelques questions dans le clavardage. Nat et Rick demandent, probablement pour Simon, à combien de mètres de la parcelle les pièges étaient-ils installés? Oui, ça, c'est un facteur qu'on essaie de garder assez uniforme d'un site à l'autre, quoique ce n'était pas toujours possible. On y allait un peu avec l'architecture du site, si on veut. Mais c'est d'y aller un peu avec logique. Il ne faut pas être trop près. Je dirais d'être au moins idéalement à 10 mètres là, de la culture, mais pas être trop loin non plus pour que notre barrière ait un effet. Donc, je viserais là, un petit 5 à 20 mètres, quelque chose comme ça pour, euh, pour être le plus efficace possible, mais ce n'est pas quelque chose qu'on a pu tester là, de façon systématique, malheureusement. Merci. Ensuite, Nicole Gagné demande, qu'est-ce qu'on fait des scarabées morts dans les pièges? Peut-on les vider au sol ou il faut les sortir du champ? Oui, je suis peut-être passé un peu rapidement là-dessus. Euh, Contrairement à Jean-Philippe, nous, l'idée, c'est que le contenu des pièges, on laisse un peu tout mourir. Donc, les scarabées, qu'ils soient parasités ou non, peuvent pondre des œufs là, dans le terreau du piège, par exemple. Donc, l'idée, c'est d'entreposer notre boquette, notre chaudière, peut-être un petit 2 à 3 semaines, idéalement, dans des conditions là, pas trop chaudes, pas trop humides, mais pour que le parasitoïde puisse se développer. Mais sinon, tout le reste, les œufs vont éclore en petites larves, mais ça devrait mourir s'il n'y a pas de racines. Puis les scarabées non parasités, autant que les scarabées parasités, devraient mourir de faim. Donc, à la fin, le contenu du piège, si on a respecté ces conditions-là, on peut tout mettre au sol sans problème là, pour lutter contre le scarabée. Merci. Ensuite, Francis Rodier. Pour la mouche, est-ce qu'elle a une seule génération par année? Je crois avoir compris qu'aussitôt qu'elle est éclose, elle reste dans le sol et le scarabée mort jusqu'à l'année suivante. Oui, c'est ça. Une génération par année comme le scarabée. Ensuite, Jacques demande combien d'œufs sont pondus par la mouche. Ça, c'est quelque chose qu'on a essayé de tester en laboratoire. Notre maximum, je crois que c'était 16 œufs. Donc, c'était pas beaucoup, mais en même temps, c'est des conditions de laboratoire qui étaient plus qu'imparfaites.
Donc, je ne pourrais pas dire, mais si on disait qu'une mouche, il y a une centaine d'œufs, donc j'estimerais peut-être en conditions naturelles optimales, peut-être une cinquantaine d'œufs par mouche. Je ne sais pas si Jean-Philippe, il y a d'autres données en tête, là, mais c'est ce que j'estimerais. Ça semble assez juste. Là, ça semble assez juste. OK. Ensuite, quel est le taux de survie de la mouche en hiver? Est-ce qu'on va avoir plus de mouches avec les changements climatiques? Est-ce qu'on va avoir une meilleure chance que nos scarabées soient parasités? Ça, c'est intéressant, puis c'est quelque chose de curieux, là. Comme j'avais dit en intro, mais la mouche a été introduite là, dans les années 20 au New Jersey, aux États-Unis. Puis cette mouche-là ça semblait pas être un succès initialement parce qu'il y avait un manque de synchronie entre l'émergence des mouches et des scarabées en début de saison. Puis, graduellement, cette mouche-là est apparue au Québec. Donc, on soupçonne par une redistribution naturelle de la mouche vers un climat un peu plus favorable, ce qui laisse penser que cette mouche-là serait peut-être un peu plus efficace dans des climats plus frais. Donc, possiblement, là, avec un réchauffement climatique trop extrême, ça se pourrait que tout ça se déplace un peu plus vers le nord. Mais on n'a pas, à ce stade-ci, on n'a pas assez de données là, pour vraiment faire une prédiction là-dessus à long terme. Ensuite, Alex-Antoine demande, pour le piège qui permettait de conserver des scarabées parasités, est-ce que c'est un piège normal disponible dans le commerce, simplement avec de la terre et des feuilles, ou il faut le faire nous-mêmes? Faut le faire nous-mêmes. C'était pas super compliqué par contre, là. Puis on travaille, là, on va travailler là, assez prochainement là, à publier un article de vulgarisation. Donc, le volet plus scientifique va être publié sous peu. Devrait sortir sous peu, mais on va aussi rédiger un article de vulgarisation sur comment construire ce type de piège-là, plus pour le grand public, là, pour les producteurs, qu'on visait à déposer sur AgriRéseau quand ça va être prêt. Puis si on continue avec le piège, est-ce qu'on le met dans le vignoble? Est-ce qu'on le met à l'extérieur du vignoble? Ça a-t-il un impact sur les populations les années suivantes? L'impact a été positif dans certains sites, mais pas d'autres. Donc, malheureusement, là, pour un effet global, on ne peut pas tirer trop de conclusions. Je pense qu'il y a d'autres facteurs à considérer, des facteurs qu'on n'a pas nécessairement mesurés, qu'on ne saisit pas totalement. Il y a beaucoup de bruit, si on veut, d'un site à l'autre, de bruit statistique, je dirais, pour vraiment tirer une conclusion claire. Mais dans tous les cas, là, je recommanderais de mettre les pièges à l'extérieur le plus possible de la culture pour créer une espèce de barrière là, aux scarabées. Autant Parce que les pièges. si on les met en plein milieu d'une culture, il y a un effet de débordement qui apparaît. Puis, ce qui n'est pas capturé par le piège, bien, les scarabées vont s'installer là, sur ce qui est immédiatement là, à proximité. Mais autant le piège, l'augmentarium faut mettre à l'extérieur du vignoble, c'est préférable, ou ces pièges-là, pour la survie des parasites, il n'y a pas d'impact à l'endroit où on le place? Les mouches devraient être capables de se déplacer et de trouver les scarabées japonais dans le champ assez bien. Donc, sans le mettre trop loin, il n'est pas obligé d'être au milieu du champ non plus. Ça ne devrait pas être un enjeu. Merci. Ensuite, Francis Rodier demande, avez-vous considéré de modifier la nature de la couverture du sol pour enlever les graminées? Est-ce que ça changerait quelque chose? Les scarabées sont souvent un problème là, dans les cultures où il y a beaucoup de gazon, notamment parce que c'est les racines que les larves se nourrissent de. Par contre, malheureusement, même si on traite le gazon, oui, ça devrait faire un effet positif. C'est juste que c'est des organismes qui volent assez bien. Donc, c'est pas parce qu'on élimine la population de larves localement qu'il n'y aura pas des scarabées qui viennent de chez votre voisin puis qui s'installent là, dans votre vignoble. Donc, malheureusement, oui, ça peut aider, mais ça ne sera probablement pas un remède miracle de traiter seulement le gazon. Mais ça peut Parfait. faire partie du coffre à outils là, pour ultimement
réduire la population. Nat Eric demande quelle est la profondeur idéale pour enterrer les scarabées parasités afin qu'ils survivent à l'hiver? Nous, dans nos travaux, on avait testé 3 profondeurs, 5, 20 et 40 cm. Ça semblait être un peu mieux à 20 et 40 cm, quoique statistiquement, c'était pas super clair. Mais j'irais à peu près à ces profondeurs-là, donc ni trop creux. On ne veut pas que ça soit trop creux parce que la mouche doit creuser le sol pour sortir en surface. Puis trop en surface, il y a un risque de gel qui est plus important là, pendant l'hiver. Merci. Fabien Gagné demande pourrions-nous revoir le seau, plus spécifiquement l'ouverture par laquelle l'insecte entre sans pouvoir en sortir? Oui, je peux remettre ça. Laissez-moi un instant. Si je grossis, je vais juste tasser ça ici. Est-ce que c'est la bonne image, Monsieur Gagné? Donc, le couvercle, si on veut, là, on a pris le couvercle là, qui venait avec la chaudière. C'est une chaudière de quincaillerie, une chaudière à peinture. Puis dans ces chaudières-là, il y a déjà 2 trous. Il y a un gros trou pour la peinture. Donc, on a mis le truc jaune qui se termine en espèce d'entonnoir sur le trou du couvercle à peinture directement. Puis on a vissé ça ensuite sur le couvercle, ce qui permet d'enlever le couvercle là, à la main assez facilement. Donc, mais ça, encore une fois, là, ça va faire partie du document de vulgarisation que j'ai en tête là, de faire une espèce de schéma étape par étape, un peu à la IKEA là, pour comment construire un piège modifié. Martin Rioux demande si les feuilles attaquées semblent attirer les autres scarabées. Serait-il envisageable de perfectionner les pièges en ajoutant une zone restreinte attaquée avec un genre de parc à scarabées? Je ne suis pas sûr d'avoir saisi. Est-ce qu'on peut répéter la question? Je ne suis pas sûr de l'avoir saisi. Je m'excuse. Si les feuilles attaquées semblent attirer les autres scarabées, serait-il envisageable de perfectionner les pièges en ajoutant une zone restreinte attaquée avec, je vais voir, les zones attaquées avec un parc à scarabées? Est-ce que, M. Rioux, vous voulez poser votre question ou ajouter des précisions? Je pense avoir peut-être saisi le sens de la question. J'ai une anecdote. Un producteur qui, lui, il y avait une section de vigne un peu à part, qui a comme décidé de sacrifier, si on veut. C'était la zone la plus infestée de scarabées. Il a décidé de la sacrifier, il ne la traitait pas. Puis ça faisait vraiment un effet d'agréation des scarabées dans cette zone-là parce qu'ils s'attirent les uns les autres là, avec leur phéromone d'agréation, entre autres. Donc, je ne sais pas si c'était le sens de la question. Donc, on pourrait peut-être augmenter cet effet-là en mettant une densité de pièges importante dans cette section-là de plantes à pas, en guillemets. On pourrait aussi peut-être faire ça avec d'autres végétaux, de la vigne sauvage, par exemple, ou des rosiers qui sont très appréciés aussi par le scarabée. Donc, oui, c'est une idée qui est intéressante, qu'on voulait peut-être tester initialement au projet, mais qu'on a un peu mis de côté. Mais je crois que ça pourrait se faire. Jacinthe demande, à votre avis, y a-t-il un contrôle potentiel aussi du scarabée du rosier en même temps que pour le scarabée japonais? En avez-vous trouvé dans vos pièges filets? Scarabée du rosier, on en a observé dans 2 ou 3 sites, surtout les sites les plus au nord. Il y avait une espèce de chevauchement en début de saison du scarabée. C'était la fin de la saison du scarabée du rosier. Mais on n'a pas vu ce chevauchement-là ni en Montérégie ni en Estrie. Donc, c'est vraiment 2 ravageurs qui agissent à différents moments. Le scarabée du rosier, c'est plus au mois de juin. Donc, d'un point de vue pour un site sur lequel on a fait du piégeage de masse, on a aussi les données pour le scarabée du rosier. Ils sont aussi attirés par les pièges à scarabée japonais en quantité là, assez importante.
Faudrait que je vois les données, là, s'il y avait un effet de notre dispositif sur l'abondance de scarabées du rosier. Mais je crois que j'ai peut-être les données pour ce site-là, mais je ne les ai pas analysées malheureusement. Et puis avec le dispositif de la soufflerie puis les filets, est-ce qu'on Dans, peut dans le tenter cas de de... la ferme, en théorie, oui. Dans le cas de la ferme expérimentale de Fredericksburg, les populations de scarabées du rosier sont très faibles, voire inexistantes. De mémoire, j'en ai jamais vu là. J'en ai vu sur d'autres sites, d'autres vignobles, mais pas à Fredericksburg. Donc, on n'a même pas la matière première pour le tester, mais ça pourrait être quelque chose à tester. Ensuite, on continue. Pour la lutte pneumatique, avez-vous considéré le compactage des sols lors des passages de la machinerie? Et puis, est-ce qu'il y a une diminution des prises d'un passage à l'autre? Bon, pour ce qui est de la compaction du sol, c'est sûr que plus il y a de passage de machinerie, plus il va y avoir de compaction des sols. Ce qu'on regarde, en fait, c'est vraiment de l'optimisation dans le raffinement de notre méthode. Mais justement, le nombre de passages va être un facteur clé. Donc, plus on peut réduire le nombre de passages, ça va être plus efficace en termes de temps et ça va éviter de la compaction des sols. Mais là, on est encore au début de cette méthode-là. Et pour ce qui est des passages successifs, on a fait juste quelques tests très, très préliminaires de passer plus qu'une fois pour voir si c'était plus efficace. Et oui, on continue d'en ramasser encore plus. C'est sûr que le pourcentage, c'était moindre, mais au total, on en accumulait encore plus. Mais ça, c'est quelque chose aussi qui fait partie du raffinement de la méthode. Combien de passages, c'est quoi le nombre de passages pour avoir le plus haut taux de décrochage et de capture des scarabées japonais? Parfait. Ensuite, Marie-Catherine demande, dans l'expérience de Simon, est-ce que les scarabées étaient enterrés directement dans le sol? Avez-vous aussi observé des émergences de scarabées? C'est ça au mute, ouais. Pardon. Pour cette expérience-là, ce qu'on a enterré, c'est directement les pupes de parasitoïdes parce que c'est les pupes qu'on a disséquées des scarabées qui étaient dans les pièges modifiés. Donc, pour pouvoir prendre toutes nos mesures, on n'avait pas le choix de seulement enterrer les pupes de scarabées. Donc, je pense que la réponse à cette question-là va être plus fournie par l'expérience de Jean-Philippe, je crois, là, dès cet été. Ben, c'est ça. Nous, vu qu'on n'a pas fait de tri, tout va être là. Donc, en théorie, si on voit du scarabée japonais émerger, ben, on sait que faut qu'on améliore notre méthode pour les trier mieux. Mais on espère avoir juste de la mouche et pas de scarabée japonais dans notre cas. Parfait. Jacques demande, est-ce que le scarabée a le temps de pondre lorsque l'œuf du parasitoïde est déposé? Donc, Probablement un peu. Encore une fois, malheureusement, ce n'est pas un truc qu'on a testé, qui serait, je crois, difficile à tester, mais pas impossible. Mais le scarabée devient, comme je le disais en introduction, là, moribond là, assez rapidement. Après 2 ou 3 jours, là, une femelle parasitée ne meurt pas nécessairement, mais elle arrête de faire quoi que ce soit, elle arrête de s'alimenter. Donc, je doute qu'elle ponde là, après 2-3 jours. Donc, ça vient vraiment le couper assez rapidement le cycle de vie du scarabée. C'est pour ça que cette mouche-là est super intéressante. Elle s'attaque aux femelles tôt en saison avant qu'elles puissent commencer là, à pondre de manière. La population de femelles, du moins, puisse pondre là, de manière significative. Bien, merci, merci Karine, merci Simon et Jean-Philippe encore pour vos précieuses présentations et toutes ces informations. Alors, merci à tous pour vos questions et votre participation à ce webinaire. Merci encore à nos 2 conférenciers du jour et nous vous souhaitons une très belle journée.